On va donc tout de suite commencer, mesdames et messieurs, notre débat pour cette matinée, comme on l'a annoncé au début de l'émission, qui concerne les élections législatives, la deuxième phase. Nous avons deux observateurs internationaux, Monsieur Daniel Georgievski, observateur international, et Sébastien Parisot, observateur international également. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Nous aussi. Je suis désolé, je ne parle pas arabe et je suis très content de pouvoir être interviewé en français. Non, mais c'est pas grave. Cette chaîne est en français de toutes les manières. Donc, vous maîtrisez quand même deux mots, hein. Shukran, salam alaikum. Oui, et j'ai appris sur la route, j'ai appris soukar et gasolina. Très bien. Alors, bon, évidemment, donc, vous êtes observateur international, on vient de vous présenter. Vous êtes là depuis donc, la mise en place décidée par le gouvernement égyptien il y a un an, donc, de cette feuille de route avec les différentes élections donc, constitutionnelles, présidentielles. Et là, on est sur sur le point de terminer les élections parlementaires. Donc, est-ce que vous avez assisté à tous les deux à ces différentes élections ou vous n'avez fait que les parlementaires? Moi personnellement, j'ai pu assister aux trois élections, les présidentielles, le premier tour des parlementaires et puis Très bien. Le second tour là actuellement. Alors, quelle impression vous pouvez donner sur l'évolution d'abord de ces élections? Globalement, toutes les élections que j'ai pu observer sont, pour ma part, je parle pour ma part, se sont plutôt bien déroulées. Tout le monde a pris à cœur de respecter le processus. Puis j'ai surtout remarqué que les gens étaient très satisfaits de pouvoir aller voter avec notamment une forte participation des femmes et ça c'était assez fantastique de voir ça. Justement, on parle beaucoup du taux de participation, surtout pour ces élections-là. Tout le monde dit que le taux a été plus faible que d'habitude, alors que le chiffre qu'a donné la commission électorale, c'est à peu près 29,9%. Dans les environs. Oui, donc quel est votre commentaire sur ça? Dans les bureaux de vote dans lesquels je suis allé, moi-même, donc je peux parler que de ça, puisqu'ensuite, la synthèse que nous aurons fait après la deuxième phase concernera à peu près 700 bureaux de vote que nous aurons, notre organisation, enfin nos organisations, parce que c'est une mission jointe, auront observé. Grosso modo, on est dans ces taux de participation. Maintenant, la participation est un autre débat que le respect de la loi électorale pour nous en tant qu'observateurs. On l'a remarqué avec les présidentielles ou aux présidentielles. Je veux dire, il y avait peut-être un engouement, une volonté, une envie de la part du peuple de faire des choses. Il y a peut-être, à propos des législatives, au contraire, en disant quelque chose, bon, ça y est, c'est déjà réglé, le problème est réglé. Et ce que je dis aux jeunes en particulier, parce que c'est les jeunes que vous observez comme moi, je dis, écoutez, c'est bien sur le net. Internet, tout le monde s'exprime, mais Internet, vous faites du bruit, c'est tout. Alors que dans un bureau de vote, vous allez exprimer quelque chose. C'est une action. Donc, exprimez-vous. On ne va pas dire simplement les ancêtres, il y en a qui se sont battus, c'est pas ça que je dis. Je dis simplement, le futur, il est à vous. Donc, si vous ne le faites que sur le net, c'est pas Internet qui va décider de votre futur. C'est à un moment donné, les constitutions, les démocraties telles qu'elles sont constituées. Il y a le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, donc chacun a les systèmes qu'il veut avoir. Mais à un moment donné, il faut pouvoir aller s'exprimer. Donc c'est, allez, on va dire, c'est un peu cette paresse intellectuelle ou cette facilité aujourd'hui qu'il y a. J'appuie sur un bouton, je téléphone et c'est fini. C'est ça qu'il faut essayer de vaincre. Je pense que c'est un problème de compréhension de l'acte de vote, on va dire de l'instruction civiste. Moi, j'ai des cheveux blancs, donc à l'école on avait ça. Mais à un moment donné, oui, on ne peut pas aller d'un coup passer du Moyen-Âge au XXIe siècle. Il y a quand même une progression à faire. Démocratie, on y va pas à pas, on fait un petit pas, puis on fait un autre petit pas. Il ne faut pas que tout d'un coup tout soit réglé. Non, c'est pas. Nous, on a mis combien de temps chez nous, ne serait-ce que je dis chez nous en France, on a mis longtemps à arriver à ce à quoi nous sommes aujourd'hui. Et encore, c'est en évolution permanente. Donc, je pense que le problème de la participation est beaucoup lié à ça. D'une part, l'instruction civique, et d'autre part, la motivation des jeunes à aller voter. Oui, mais pour aller vraiment vers la démocratie, vous avez dit qu'on devait aller par petits pas comme a fait la France, mais il faudrait aller par petits pas selon une certaine progression ou selon un processus. Un certain processus, voilà, qu'il faudrait commencer. Donc là, on se dit, oui, on va vers la démocratie, et on y va comment?
Je veux dire, c'est à vous, c'est vous qui pouvez décider la manière dont vous voulez y aller. Je ne suis pas là pour donner des leçons de politique ou des leçons de démocratie. Non, mais on voudrait prendre l'exemple de ce qu'a fait la France. Qu'a fait la France? J'observe ce qui se passe et j'essaye de dire justement aux jeunes, allez-y, parce que c'est une manière de s'exprimer. Je pense que c'est probablement vers ce type d'approche, c'est-à-dire arriver à motiver les citoyens à ce qu'ils deviennent citoyens. Aujourd'hui, quelque part, même si c'est maladroit la manière dont je le dis, ce sont des gens. Il n'y a pas une conscience citoyenne, peut-être à développer encore, à recréer encore. Donc c'est de la part de tout le monde de dire à son voisin, va voter. C'est bien de discuter au bistrot autour d'une tasse de thé, autour d'un verre de thé et de dire il y a ça qui ne va pas. On dirait qu'on parle des matchs de football. C'est vas-y, va voter. Donc c'est chacun de dire à un moment donné, je change, je ne suis pas simplement un Égyptien, je suis un citoyen égyptien et je décide de l'avenir de mon pays. Alors ça me permet aussi, en reprenant ce que vous avez dit, ça me permet d'essayer d'analyser votre rôle en tant qu'observateur international. C'est un rôle un peu, je dirais, pas difficile, mais en tout cas il y a quand même une charte à respecter. Vous avez dit que vous ne donnez pas de leçons, mais vous êtes là quand même pour observer selon selon la loi électorale du pays et puis une certaine charte. Peut-être Daniel, vous allez essayer de nous présenter finalement qui vous êtes, comment vous voyez le profil d'un observateur international et comment vous voyez votre mission. Pour moi, un observateur international doit être capable de faire preuve d'impartialité. Enfin, il ne doit pas venir en pensant pouvoir devoir donner des leçons ou voilà, il doit avoir un certain recul par rapport à ce qui se passe dans le pays, respecter aussi les codes culturels qu'il peut y avoir, les différences qu'on peut connaître par rapport à la France. Et voilà, vraiment faire ça de manière vraiment, disons neutre. Vous êtes neutre, voilà. Vous êtes Je neutre. cherchais le mot neutre. On est neutre. Vous avez une constitution égyptienne que vous connaissez, que vous avez étudiée, je crois, avant de venir. Est-ce que vous avez émis un avis justement sur le processus ou vous l'avez pris tel quel? On le prend tel quel. C'est le processus qui est en vigueur dans le pays. On respecte. Après, nous avons donc nos feuilles avec nos questionnaires qui comportent un certain nombre de questions bien précises. Et voilà, on suit vraiment ce guide, cette ligne-là, et on n'en déroge pas, quoi, vraiment. Donc finalement, il n'y a pas de processus universel, je dirais, d'élection. Ouais. Non. C'est du moment que le processus permet à un vote libre et transparent, voilà, ça fonctionne. Oui. Voilà. Bon, vous avez des pays, pardon, vous avez des pays où vous avez des machines à voter. Vous avez un pays comme vous où à la fin de l'acte de vote, on met son doigt dans l'encre. J'adore. Mais les gosses, enfin, je vois les enfants qui mettent. Ça les amuse. Je vous raconte une petite anecdote. C'était pour les présidentielles et j'étais dans une école dans le Caire. Et je discute avec la directrice de l'école, où l'école était toute refaite, toute repeinte, toute propre, toute blanche. Et en sortant du bureau de vote, les gens s'essuyaient le doigt comme ça. Contre le mur? Contre le mur. Et elle me disait, ouais, mais enfin, vous voyez, je viens de refaire la peinture. Je dis non, peut-être vous vous en servez, vous l'encadrez, et vous dites, c'est le tableau des présidentielles. Peut transformer les choses. Vous voyez, il y a des machines à voter aux États-Unis, par exemple, puis là, c'est d'une autre manière. Bon, moi, je regarde avec un œil amusé, comme nous disions avec cette directrice, on peut en faire quelque chose. Vous avez décidé d'une procédure électorale, et puis nous vérifions. Nous sommes des machines humaines, c'est tout. Hein. On a, comme disait très justement Sébastien, nous avons un questionnaire, on met des croix, et on observe ce qui se passe, et puis c'est tout. Et comment vous êtes accueillis par les gens 99,9% très bien. Très, très bien. Il y a des fois, vous savez, nous sommes invités. C'est-à-dire que nous ne nous imposons pas, hein, c'est évident. Et il y a des juges qui peuvent très bien décider que, ben non, vous me dérangez, quoi que ce soit. Moi, ça m'est arrivé une fois, là. Bon, ben voilà, merci, au revoir, monsieur. Mais en général, on est très très bien accueillis et la difficulté, c'est qu'à chaque bureau de vote, ou presque, on boit un thé. C'est comme ça. Oui, mais c'est très, je ne veux pas dire que c'est très convivial, on est des êtres humains, on partage quelque chose. Et même si je ne parle pas l'arabe, on se parle avec les yeux, quoi. Et il y a des choses qui sont, voilà, on est content de se voir. Et je sens que les gens sont contents de nous montrer un peu
Je veux dire, au fond, la cuisine après le restaurant. Vous voyez, ben voilà, on fait notre... Arrivé, quelqu'un leur explique ce que vous venez faire. Vous êtes accompagné par quelqu'un qui explique votre mission. Nous sommes introduits d'une part, nous avons un interprète, nous avons un service de sécurité qui nous accompagne. Et la première, nous avons les contrôles à l'entrée. Il accompagne tous les observateurs. Oui, absolument. Vous êtes combien? Là, nous sommes 66, 66 cette mission. sur cette mission. En fait, c'est une mission jointe. Il y a, Avec le COMESA, c'est ça? Il y a COMESA qui représente les pays de l'Afrique de l'Est, 19 pays. Il y a JNAD qui est une ONG norvégienne. Il y a MAT qui est une ONG égyptienne. Et nous, l'Institut international pour la paix, justice et les droits de l'homme qui est une ONG suisse. Donc à ces quatre-là, nous sommes 66 observateurs. Et nous sommes, dans chaque équipe, nous sommes par équipe de 2. On n'est pas tout seul non plus à avoir un jugement ou quoi que ce soit, encadré par une sécurité, un chauffeur, un interprète. Et donc on se présente, évidemment à l'entrée, contrôle militaire, contrôle de police, contrôle de services de sécurité locaux. Quelquefois c'est très bon enfance et bon voilà, nous avons des badges qui nous assermentent. Excusez-moi de vous couper, mais qui fournit ces services, le chauffeur, l'interprète et la sécurité? Toute notre organisation de la mission d'observation. C'est-à-dire que le budget vient de C'est les ONG. Ah, c'est l'ONG qui débloque le budget, pas le gouvernement. Non. D'accord. Non, il n'y a pas de sponsor gouvernement. Tu pourrais dire, on a acheté tout ça. Ah non, ça va pas. Non, c'est le budget commun des 4 ONG qui fait que nous sommes logés et puis les voitures, le personnel. Donc il y a un contrôle à l'entrée qui est plus ou moins strict, mais en général on regarde toujours nos badges. Nous sommes assermentés, donc quelquefois il y en a qui téléphonent au ministère en disant c'est bien des gens comme ça, chacun fait son travail, il n'y a pas de souci. Et puis ensuite on va dans les différents bureaux de vote. Et là en général oui, on est présenté, donc d'abord, la première des choses c'est d'aller voir le juge et lui dire le seul mot que je sais dire, elle est comme ça là. Mais voilà, et on a rencontré beaucoup, toi aussi je crois, beaucoup de juges qui parlent français. Donc on était... Vous savez, il y a deux manières d'aimer la France, et je l'ai vu avec les juges et les gens. Il y a Zidane, évidemment, et puis surtout Champollion. Moi j'habite à 20 km du village natal de Champollion. Et je dois dire que Champollion est une clé qui est encore plus forte que celle de Zidane. Oui, bien entendu. Il y avait même une école à Alexandrie très célèbre, l'école Champollion, bien entendu. Voilà, donc on va reprendre un peu ce processus, si on parle un peu politique. Sébastien, je me retourne vers vous peut-être. Si on essaie de voir le processus électoral dans son évolution, vous avez commencé à commenter et à dire que dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Les différents bilans qui ont été issus de différents votes, sur quels ont été les points forts, les points positifs et peut-être les points négatifs. Je vous reposerai la même question aussi, Daniel. Oui. Alors je vais commencer peut-être par les points négatifs. Ouais. Pour la première donc, mission qui était les élections présidentielles, il y avait, pour ma part, je parle encore de mes propres observations. Il n'y a pas eu j'ai pas constaté personnellement de fraude. Après, il y avait des petits soucis d'organisation, mais vraiment rien de bien grave. Tout à l'heure, Daniel parlait des doigts sur les murs. Donc, lors de notre rapport, on a suggéré, entre autres, de mettre des chiffons à disposition dans les bureaux de vote, chose qui a été faite après pour les précédentes, les élections suivantes. Donc, ça fait partie des petites observations qu'on peut faire, et puis qui sont prises en compte. Les retards aussi, je crois. Les retards aussi, quelques retards, pas mal pour les présidentielles. Voilà, donc c'était des petits soucis d'organisation, rien de bien grave. Moi, j'ai pas constaté personnellement de fraude, de manipulation, de campagne en interne ou en externe des stations, des bureaux de vote. Voilà. Après, au niveau des points positifs, c'est qu'on a vu, j'ai vu personnellement que pour ces élections parlementaires, l'ensemble des personnels des bureaux de vote, que ce soit les juges, que ce soit les personnels, étaient vraiment très pointilleux sur le respect de la procédure, du timing, l'ouverture des bureaux de vote, faisant en sorte que tout se passe correctement, avec une bonne gestion des personnes qui viennent voter, quoi. Donc, je vais reprendre les points négatifs. Il y avait sous l'époque de Moubarak, donc cette culture, par exemple, surtout dans la partie de la Haute-Égypte, où il y avait une espèce de pression familiale disons, il y avait un chef et puis qui guidait les autres vers tel ou tel candidat. En général, c'était Moubarak. Donc,
Est-ce que vous avez pu constater, c'est pas vraiment une fraude, c'est pas une fraude révélée, mais c'est une fraude plutôt sous-jacente. Est-ce que vous avez pu constater ce genre de choses? Vous avez pu voir que chacun allait finalement de façon libre? Moi, pour mes observations, les observations que j'ai pu faire, je ne l'ai pas constaté. Après, peut-être que d'autres observateurs ont constaté effectivement qu'il y avait des influences qui s'exerçaient pour peut-être pousser les gens à voter pour un candidat en particulier. On parle souvent que dans les petits villages, les gens sont parfois payés pour aller voter pour un candidat en particulier. Peut-être, moi je ne l'ai pas vu. Après, il faudrait demander à d'autres observateurs, voir s'ils l'ont constaté, mais je pense que ce sera notifié dans le rapport. Voilà, s'il y a eu des cas comme ça, ce sera certainement notifié dans le rapport. Donc, voilà. Mais pour ma part, non, j'ai pas observé certains observateurs ont parlé du silence électoral et des pancartes qui sont restées dans les rues les jours des élections. Donc, comment cela est considéré par vous? C'est-à-dire que nous le notons, nous le remarquons. Ensuite, dans un rapport de synthèse, on va exprimer le respect de la loi électorale ou non. C'est vrai, dans beaucoup d'endroits, on a vu encore la présence des banderoles de toutes les affiches électorales. J'ai eu dans un bureau de vote, puisque j'étais dans le Delta cette fois-ci, les militaires qui les ont fait démonter, etc., en notre présence. D'ailleurs, peut-être quelque part, je ne sais pas, mais c'est une hypothèse, peut-être le fait que les bureaux de vote étaient avertis que des observateurs internationaux allaient arriver a fait en sorte qu'on a peut-être plus fait attention à faire plus propre, à ce que les choses soient un peu mieux respectées. C'est vrai que l'évolution entre les élections présidentielles, la première phase des législatives et la deuxième, on voit une évolution où le respect est un peu plus formel. C'est-à-dire que sur la procédure, par exemple, j'arrive, je vérifie que c'est bien mon bureau de vote. C'est quelqu'un qui vérifie à l'entrée. Ensuite, bien le dépôt de la carte d'identité, vérifier sur les listes, signer, etc. C'était plus coulant, c'était plus organisé. C'est une impression générale, mais j'ai trouvé ça mieux, moins chaotique. Si on peut dire je vais un coup là, puis je vais un coup là, ou je vais un coup là. Donc peut-être que c'est quelque chose qui permet. En même temps, vous commencez à avoir l'habitude de voter. Hein. Donc, c'est un métier qui s'apprend aussi. Donc, voilà, donc ça se passe comme ça. Une bonne idée, je trouve, c'est d'avoir eu cette présence des enfants. Parce que les enfants étaient là. D'abord, ça permettait des sourires. Et puis, je me souviens avoir rigolé avec un petit garçon, mettant de l'encre, etc. Voilà, ça leur montre le chose. Alors, c'est pour les générations suivantes, mais ça en fait partie, quoi. Donc, ça, j'ai trouvé que c'était bien sympa. Et puis, oui, une amélioration générale. Moi non plus, je n'ai pas constaté d'infraction. J'ai vu une vidéo sur YouTube où des gens distribuaient de l'argent, etc. Oui. C'est clair que ça existe. C'est clair. Oui. Ça m'est arrivé dans un autre pays voisin de chez vous. Je l'ai vu moi-même et donc signalé, quoi. Bien sûr qu'on le sait, donc après, si on le voit, on le signale. Oui, mais ça ne garantit rien. Je veux dire, les gens peuvent bien prendre l'argent et aller voter pour quelqu'un d'autre. Je veux dire, ça garantit absolument. Et vous savez, ça se passe partout. Ça se passe partout. C'est même démocratie. De manière différente, c'est pas forcément un billet, mais c'est un avantage, quoi que ce soit. C'est la nature humaine qui est faite comme elle est faite. Alors on pourrait avoir une discussion philosophique là-dessus. Mais oui, ça existe sûrement, les infractions. Ça existe sûrement. Mais le plus important pour que ces infractions soient mineures, c'est que le taux d'abstention baisse. C'est-à-dire qu'on aille voter. Il y a eu des candidats qui ont eu 0 voix. C'est-à-dire ils ne se sont même pas donné leur voix à eux-mêmes, ni leur famille, ni rien du tout. Comment vous expliquez cela? À un moment donné, ça m'est arrivé d'être candidat à des choses, et puis, non, je vote pas pour moi, parce que c'est la moindre des choses au départ. Je ni votre famille bon. Alors, la famille, ou peut-être, alors après, c'est des arrangements électoraux, j'en sais rien, en disant, je vote pas, parce que ça crée... Après, il y a des stratégies électorales. Vous savez, à un moment donné, la politique devient un métier. En dehors de la mission qu'on veut mener, mais après on devient homme politique. C'est un débat en France d'ailleurs, de dire on veut reconnaître ça comme métier, avec les mêmes droits qu'un métier, c'est-à-dire la couverture médicale, la retraite, etc. Oui, pourquoi pas. Après, c'est l'homme qui évolue là-dessus, quoi. Ouais, donc finalement, ça vous paraît pas étrange. C'est-à-dire que ce sont des choses qui peuvent arriver même dans une grande démocratie. Bien sûr. Et puis, encore une fois,
vous êtes encore un petit enfant qui marche, hein, si je peux dire, dans votre apprentissage de la démocratie. Donc il y a des choses qui sont malhabiles. Vous vous cognez à des tables, vous vous faites mal. Je vois des gens, par exemple, et qui nous font à tous de la peine, de voir des anciens qui sont analphabètes, qui ne savent pas lire. Donc c'est bien déjà tous ces panneaux qui sont en forme de bande dessinée et qui expliquent. Mais on voit dans les yeux de certains qui sont complètement paniqués aussi par ça, parce qu'ils n'ont pas eu l'habitude dans le passé et ne sont pas allés à ça. Donc c'est aussi une aide. Et j'ai vu des aides apportées pour leur expliquer. Ensuite, ils votaient tranquillement dans leur coin. Mais c'est aussi une responsabilité des citoyens d'essayer d'aider les anciens. Et pour les personnes aux besoins spéciaux, est-ce qu'il y avait des... Les handicapés, j'ai trouvé ça, des gens qui avaient du mal à marcher, par exemple, ou des choses comme ça, énormément d'aide. Hein. Tout le monde, même les officiers de police et des militaires qui aidaient dans merveilleux. Merveilleux. Et vraiment très attentif. Et ça, j'ai trouvé une progression par rapport au présidentiel. C'était mieux attendu. C'est-à-dire que les structures existaient, on voyait des fauteuils roulants, des choses comme ça, alors qu'au présidentiel, j'en avais pas vu, moi. C'est vrai qu'au présidentiel, c'était pas systématique. Une attention plus perceptible aux anciens, aux handicapés, aux personnes qui ont du mal à lire, aux personnes qui ont des problèmes de vision aussi. Des aveugles aussi. Voilà, donc c'est quelque chose qu'on n'avait pas remarqué au présidentiel de cette manière-là. Ouais, donc il y a certaines évolutions quand même. Par contre, ce que peut-être on pourrait reprocher, c'est le taux d'absentéisme. C'est ce qui n'était pas le cas que ce soit pour la Constitution ou pour les présidentielles. Je pense que vous allez peut-être émettre quelques conseils. Est-ce que vous avez déjà une idée sur ce qui pourrait être émis? C'est peut-être d'expliquer mieux, ça a été expliqué je pense, mais d'expliquer mieux à tout le monde, et en particulier les gens qui sont dans des endroits reculés. D'accord. Alors pour conclure, parce qu'apparemment là il y a la transmission et puis on est en train de nous speeder, pour conclure, une petite conclusion, disons générale de votre part et puis de Sébastien. Écoutez, vite fait, vous en avez une qui est fabuleuse. Quand on arrive chez vous, vous dites Welcome to Egypt. Ça y est.